Robert. Et le 8 mai 1902, à 8 h du matin, eh bien, c'est l'explosion d'un montagne pelée qui détruit la ville de Saint-Pierre, c'est 30 000 habitants et une centaine de voiliers, de grands voiliers d'ailleurs, comme le Belém, qui étaient au mouillage, vont tous détruits, ainsi que tous leurs équipages. Le Belém étant situé de l'autre côté de l'île ne reçoit que des débris, des scories volcaniques, si vous voulez, quelques cendres. Mais la nuée ardente qui a dévasté la ville de Saint-Pierre de l'autre côté et laissé qu'un malheureux survivant au fond d'un cachot, eh bien, épargne le Belém. Le Belém est le seul survivant de la montagne pelée en 1902. Vous voyez, donc vous êtes déjà à bord d'un survivant, vous voyez, qui a franchi beaucoup de choses. Le XXe siècle a été assez perturbé pour l'humanité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en 1909 et quelques années plus tard, un changement d'armateur. Le navire va travailler sur la ligne anti-Guyane, travailler pour le bagne français. Alors je vous rassure, on n'a jamais transporté de bagnard, hein, je n'ai pas de boulet qui vous attendent à fond de cale dès la sortie d'ici quelques minutes, rassurez-vous. En fait, il ramenait simplement des marchandises, car tout était fabriqué en France, rien ne se faisait en Guyane, donc voilà, le Belém, toujours navire marchand. Alors en 1914, le navire va être acheté par les Anglais, en février 14, quelques mois seulement avant la Première Guerre mondiale qui va, avec les sous-marins du Kaiser Guillaume II, détruire un grand nombre de grands voiliers français et anglais. Le Belém échappe à cette Première Guerre mondiale, car en étant acheté par Westminster, le duc de Westminster, donc qui a en fait vocation de transformer ce navire marchand sans confort aucun en yacht de luxe de dernière génération à l'époque. Il est motorisé en 1914, vous voyez, les moteurs vont être mis en place à ce moment-là, des hélices, 2 lignes d'arbres. Et puis donc des aménagements luxueux occupent en tout cas les anciennes cales à marchandises, hein, c'était un grand hangar flottant, hein, vous voyez, à l'origine. Hein. Et donc, il échappe ainsi à la déclaration de guerre, août 1914, et échappe ainsi à la Première Guerre mondiale. Donc il va rester sous pavillon britannique, il va naviguer un petit peu du côté de Biarritz et de Monaco entre 1918, la fin de l'année 1918 et 1921. En 21, il est acheté par Guinness, le brasseur, les amateurs de bière le connaissent tous. Et Guinness fait un tour du monde avec son navire qu'il a appelé à l'époque Phantom 2. Il change de nom une première fois, donc en 1921. Et sous le commandement de Guinness, eh bien, le Belém effectue un tour du monde en 1923-1924. Durant ce tour du monde, il aura encore, la bonne étoile va briller encore pour lui, encore une fois. Il arrive au Japon, à Yokohama, et la ville de Yokohama venait d'être détruite à peine une semaine avant l'escale du navire par un tremblement de terre qui a déclenché un incendie, la ville a brûlé, et derrière un tsunami a balayé les infrastructures portuaires, où le Phantom 2 devait s'y arrêter juste avant, en fait. Vous voyez. Donc voilà, le Belém échappe à un deuxième cataclysme en 1923. La Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939. Le Belém est désarmé à l'île de White, donc dans le port de Cowes, par donc Guinness. Et ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré par hasard, il y a quelques années, lors d'une escale à l'île de White, un ancien combattant des forces françaises libres, vous voyez, un ancien FFL. Et ce monsieur m'a été témoin d'un bombardement de l'aviation allemande en février 1942 sur le port de Cowes, car il construisait en fait à cette époque des vedettes de lutte anti-sous-marine contre la Kriegsmarine allemande. Et c'était un objectif donc pour l'aviation allemande. Donc une bombe est tombée à moins de 100 mètres du Belém et a détruit des bâtiments sur le quai. Mais par chance, il y avait encore un destroyer polonais en escale derrière le Belém qui tirait avec ses canons de DCA, vous voyez, sur l'aviation allemande. Vous voyez, donc ça a peut-être un peu dérangé la précision des bombardiers allemands. En tout cas, le Belém échappe à un second conflit mondial, vous voyez. Après 2 cataclysmes, la Deuxième Guerre mondiale s'achève. En 1949, Guinness décède de mort naturelle. Le navire est mis en vente et cette fois, en 1951, donc à peine 2 mois plus tard, ce sont les Italiens qui achètent le navire. Ils vont le rebaptiser Giorgio Cini. Il est acheté par le comte Cini. Donc en fait, il donne le nom de son fils unique qui s'était malheureusement tué dans un accident d'avion quelques années avant. Donc c'est pour cela que ce navire s'appelle Giorgio Cini entre 1951 et la fin des années 70. Il devient à ce moment-là donc navire-école pour les Marinaretti. La marine italienne avait été fortement malmenée par la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale, donc beaucoup d'orphelins. Et ces orphelins étaient formés au métier de la mer sur le Belém, donc sur le Giorgio Cini, dans ces années-là. Jusqu'au milieu des années 60, le navire donc va être du côté de Venise, c'est son nouveau port d'attache. Et puis l'âge venant, le navire commence à devenir plus difficile, son coût d'entretien est plus élevé. Il va servir de caserne flottante pendant 5 ou 6 ans, jusqu'au début des années 70. Les carabiniers italiens essayent d'en faire un navire-école au tout début des années 70, en 1971. Leur budget, malheureusement, va fondre comme neige au soleil, ce qui fait que ce navire devient, par le fait, propriété du chantier naval dans lequel il avait été amené pour essayer de le rénover. Et par chance, encore une fois, au début, quelques mois plus tard,
un médecin français qui s'appelait le docteur Goss visite ce navire et il l'identifie comme étant le Belém, donc de Nantes, d'origine de Nantes. Vous voyez, donc alors qu'on avait perdu complètement la trace de ce bateau, on pensait que c'était un navire italien, mais non, c'était bien un navire français à l'origine. Donc il va réussir à obtenir après l'aide de la Caisse d'épargne. Les caisses d'épargne vont s'investir dans ce projet un peu fou à l'époque, vraiment novateur à l'époque de penser à acheter un navire comme celui-ci. Et les caisses d'épargne achètent le Belém aux Italiens en 1979. Il est ramené avec l'aide de la Marine nationale en France. La Marine nationale, d'ailleurs, pendant plusieurs années, va prêter à la Fondation Belém, qui est créée d'ailleurs, qui devient l'armateur du Belém plusieurs années plus tard, en 1980, fondée par les caisses d'épargne. Et en fait, si vous voulez, la Marine nationale prêtait des appelés du contingent, dont j'ai fait partie il y a longtemps. J'ai été simple marin militaire ici en 1989, vous voyez, ça date. Et à cette époque, ça permettait à la Fondation Belém d'alléger la charge salariale simplement avec l'aide de la Marine nationale. Vous voyez. On faisait son service sur le Belém. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà, et puis donc le navire va être ramené au pied de la Tour Eiffel quasiment 4 ans, de 1981 jusqu'à 1985. Et puis, comme le Belém et la Fondation est toujours aidé par son mécène, par les caisses d'épargne, qui continue évidemment à en donner des fonds à cette fondation pour rénover ce navire, eh bien, le navire reprend la mer au milieu des années 80 et va pouvoir représenter la France dès 1986. Ils feront une traversée, ils iront à New York pour représenter le navire, car c'était le centenaire de la Statue de la Liberté à l'époque. Donc il devient navire école civile, donc c'est ouvert à tous, comme aujourd'hui en fait, sur une trentaine de stages qui s'étalonnent de mars à octobre chaque année, un an sur deux on descend en Méditerranée, eh bien vous pouvez venir sur le Belém, naviguer avec nous et découvrir la navigation. On a laissé le gréement tel qu'il était en 1896, tout se fait à la main, il n'y a pas de transat sur le Belém, il faut participer. On intègre tout le monde à la manœuvre à nos côtés, et dans l'effort commun, eh bien, on cultive ces valeurs de la solidarité qu'on doit avoir. On arrête les téléphones portables, on est à ce qu'on fait, vous voyez, et on permet enfin, vous voyez, voilà, ici à 12 000 des côtes, on est à ce qu'on fait, vous voyez, et c'est un vrai plaisir, et les gens se retrouvent, et c'est là qu'on voit finalement le côté social est indispensable entre nous, voilà. Et le Belém véhicule cette image. L'année dernière, nous avons été présents au JO de Londres, vous voyez, vous avez dû voir le navire à France Télévisions, quelque part, à un moment donné. Nous avons même réussi à passer le Tower Bridge sous voile avec nos amis britanniques, vous voyez, c'était un beau moment pour nos Anglais qui nous ont aussi souvent battus sur les mers, vous voyez. Voilà, et le Belém donc continue son aventure plus que centenaire en accueillant toujours 1200 stagiaires par année, hein, vous voyez, donc c'est assez important. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à venir participer avec la caisse d'épargne à la sauvegarde de ce navire en venant simplement faire un stage à 120 € la journée, c'est très peu, et ça permettra encore peut-être à ce navire de peut-être naviguer encore une centaine d'années, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Merci à tous, messieurs, dames, de votre attention. Merci, commandant, de nous avoir accueillis à bord de ce navire extraordinaire. Comme je n'ai pas le pied marin, je vais céder la parole rapidement à Jean-Jacques Beltramo de la communication de la Caisse d'épargne, avec laquelle Caisse d'épargne nous avons monté cette soirée. Et je tiens à remercier Jean-Jacques Beltramo de cette originale peau du mois. Jean-Jacques. Merci Président, bien, hop, ça y est, ça marche plus, voilà. Merci Président, bien, ce soir la Caisse d'épargne Côte d'Azur a que des amis, hein. Et donc d'ailleurs on a eu le plaisir hier de vous inviter au concert La Russie éternelle à Antibes. Pour ceux qui sont venus, c'était un concert assez exceptionnel puisque nous sommes le partenaire de toutes les musiques, ça s'appelle Esprit Musique. Et puis ce soir, deuxième soirée exceptionnelle dans un lieu exceptionnel, vous avez pu en juger. Et puis bientôt une troisième chose exceptionnelle, c'est le marathon Nice-Cannes, nous sommes partenaires, donc je vous invite aussi à vous inscrire au marathon. Voilà. Alors, dernier point, lundi dans la presse, nous avons eu le portrait de notre nouveau président du directoire qui s'appelle Christophe Pinault. Là, je m'adresse plus spécialement aux journalistes. Si vous désirez une interview, venez me voir et puis on calera ça, parce que ça me paraît assez intéressant. Et puis dernier point, en partant, bien sûr.